Eh bien, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, merci à Archilocus pour me permettre de faire cette conférence, et vous sortir un petit peu de varnish et de tous ces déboires. Pour ceux qui veulent les slides, il y a le QR code sur la première slide qui est disponible, ce qui est beaucoup plus simple de flasher un QR code plutôt que, de taper une URL. Donc ensemble, on va parler de cache, où est-ce qu'on en met, comment on en met, et à quel niveau c'est le plus simple d'en mettre. Et évidemment, on va pas parler de varnish. Donc, avant toute chose, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sylvain Combrac, je suis le co-auteur d'un outil de pentest qui s'appelle Smerch. Je suis helper pour Traffic, mainteneur du cache handler de Caddy, et un grand contributeur open source. Vous pouvez me retrouver sur, GitHub en cherchant Darkweek et Darkweek Dev sur Twitter. Dommage, le pseudo était déjà pris. Hem, je vais aussi vous parler rapidement d'une, société dans laquelle je ne travaille pas, mais pour qui j'ai, une grande affection, c'est Nextflow. Ils font du Node, du React et cetera, plein de techno front, et une stack, JS plutôt. N'hésitez pas à les contacter, ils recherchent des bons développeurs, JavaScript. Donc voilà, s'il y a moyen de faire de la pub pour une boîte, voilà. Maintenant que les présentations sont faites, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et voir un petit peu ce qui se cache derrière le mot cache. Donc si on prend la définition Wikipédia, une mémoire cache ou antémémoire, c'est du coup en informatique, une mémoire qui enregistre temporairement des copies de données provenant d'une source, afin de diminuer le temps d'un accès ultérieur, en lecture, à ces données. Donc on voit qu'il y a 2 points qui s'en dégagent de cette, définition. Donc, on sauvegarde les données, on diminue le temps d'accès. Mais, une fois qu'on a dit ça, on a un peu rien dit. Ça reste quand même très abstrait, et on va voir ensemble un exemple, un peu plus concret de ça, au travers d'une petite histoire, histoire que, tout le monde se représente un petit peu mieux, l'état de l'art du cache. Donc dans notre exemple concret, on va prendre, une première personne qu'on va appeler Martine. Martine est, bibliothécaire, donc son job, c'est un petit peu d'aiguiller les clients, et de leur donner des informations, concernant des livres, différentes œuvres, ou sur des auteurs. Hem, du coup, on a un premier client qui va arriver, on va l'appeler Emmanuel et Emmanuel vient de débuter la lecture et il a entendu parler d'un petit livre pas trop connu qui s'appelle Harry Potter. Hem et donc il aimerait avoir quelques infos supplémentaires dessus, histoire de savoir si ça peut lui convenir ou pas. Donc il pose sa question à, Martine et Martine, elle a pas la réponse tout de suite. Donc elle va mettre en attente Emmanuel et elle va partir pendant, un court instant, histoire de se renseigner dessus. Donc éventuellement sur le trajet, elle va aller discuter avec ses collègues, elle va boire un café et après elle va aller dans son encyclopédie où il y a tous les, tous les livres qui sont référencés avec, leurs thèmes, leurs auteurs et cetera. Et donc après avoir fait sa recherche, Martine revient, fort heureusement elle a une réponse et elle la donne à Emmanuel, donc en disant que c'est un roman fantastique qui traite de la magie. Et Emmanuel est content, il a attendu un petit peu de temps quand même, mais au moins il a une réponse. Et donc il s'en va, avec sa réponse et tout va bien dans le meilleur des mondes. 5 minutes s'écoulent, quand arrive Brigitte, tout sourire. Brigitte, qui s'est mis à la lecture, depuis, pas mal de temps quand même, mais pareil, elle vient de découvrir un ouvrage qui s'appelle Harry Potter et elle voudrait, heu, un petit peu plus de renseignements dessus. Et donc Martine, elle se rappelle très bien des 5 dernières minutes et du fait qu'elle a répondu à la même question au début. Heu et donc, hem, directement, en une fraction de seconde, elle peut lui servir la réponse qui est que c'est un roman fantastique qui traite de la magie. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, une fois que Brigitte s'en va? Hem, c'est qu'on a économisé, du temps. Donc Martine n'a pas eu besoin de se déplacer, heu, pendant quelques instants pour aller chercher la réponse. Elle a économisé des ressources puisqu'elle ne s'est pas fatiguée et bon par contre elle va pas discuter avec ses collègues de travail. Bon ou mauvais point, je sais pas, libre aux équipes RH d'en juger. Hem
Et donc, on voit aussi que c'est pas propre à l'informatique, le système de cache. On voit que n'importe qui peut en faire et n'importe qui en fait grâce à la mémoire du cerveau et c'est la même chose qu'on représente, dans le cache informatique. Donc ceci étant dit, heu, voyons un petit peu dans le monde informatique comment ça se passe. Donc ici, on a un petit exemple de, cache HTTP, qui est très simplifié. Donc en point d'entrée, on a une requête qui arrive et en point de sortie, on a la réponse au client. Donc quand une requête arrive, on regarde si elle est stockée. Si elle n'est pas stockée, c'est qu'on ne l'a pas en cache, donc on va requêter le service derrière, on obtient une réponse, on la stocke en cache si on peut la stocker selon les différentes directives et après on sert la réponse au client. Si elle est déjà stockée, on regarde si elle est assez fraîche pour être, servie. Si elle est assez fraîche, dans ce cas, on la renvoie telle quelle au client. Si elle n'est pas assez fraîche, on voit si on peut nous-mêmes la revalider. Est-ce que on peut la revalider? Si oui, on la revalide et on la renvoie au client. Sinon, on essaye de recontacter le service derrière et on fait toute la mécanique de stockage dans le cache et service au client. Donc ici, c'est un schéma très simple. Heu, Voici le schéma un petit peu plus compliqué de Varnish. C'est le seul moment où on va en parler, heu, mais on voit que c'est pas aussi simple que le premier schéma. On voit qu'il y a beaucoup heu, de cas d'usage et de edge case, mais et encore ce schéma était quand même très simplifié. Voyons ensemble maintenant comment on peut interagir avec le cache, heu, puisqu'il n'y a pas que les caches HTTP qui existent. On a une stack plutôt basique. Heu, donc on a un client qui va appeler un provider CDN, qui va lui-même contacter votre reverse proxy, qui va lui-même contacter votre application. Donc le client, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un navigateur, ça peut être un client bash, ça peut être, même, une autre application type application Go qui va faire des appels HTTP ou, des choses comme ça. Le provider CDN, ça peut être un Cloudflare, un Fastly et cetera. Votre reverse proxy, c'est propre à vous, soit un Ingress et Nginx, soit du Kadi, du Traffic et cetera et votre application, c'est généralement une application qui, répond à des appels HTTP, type une API, dans la plupart des cas. Donc si on prend, chaque élément, on voit qu'on peut interagir avec le cache du client, surtout s'il est sur navigateur. On va prendre surtout ce cas-là puisque, aujourd'hui la majorité des applications sont faites pour le web et tournent sur des clients, pour le web et comment est-ce qu'on peut interagir avec ce cache-là? Donc dans le client, on peut interagir avec le cache propre au navigateur, en utilisant les, headers HTTP de cache control, d'expiration et avec les e-tags qui permettent de valider pendant un certain temps, des ressources. Ensuite, dans le provider, CDN, on a différents headers selon le provider. Ici, c'est pas vraiment standardisé. On a les surrogate keys pour, Fastly, on a le cache tag pour Cloudflare, dans les anciennes versions. Dans les nouvelles versions, c'est cache tags, puisque ça supporte plusieurs tags. On a le edge cache tag et cetera et cetera. Donc ici, il y a pas vraiment de standard, respecté. Il y a rien qui est acté. Dans le reverse proxy, selon votre reverse proxy, soit c'est propre à votre reverse proxy, soit vous avez des choses un petit peu plus documentées, type les Y keys et les X keys qui sont présents dans Varnish. Et enfin, dans votre application, bah, c'est votre système interne. C'est à vous de le gérer. Heu, on peut pas vraiment normaliser les choses là-dedans. Alors du coup, dans l'application, c'est possible, d'intégrer du cache, heu, au niveau du développement. Hem Dans le client, bah, c'est pas possible, à moins de réinventer la roue et de remettre les bons headers à chaque fois, et cetera. C'est assez embêtant à mettre en place. Heu, Ensuite, on a le cas
entre le client et le CDN, où c'est pas vraiment possible, à moins de mettre en place nous-mêmes un serveur entre le client et le CDN, qui revient à refaire un CDN nous-mêmes, et donc forcément on sera moins performant que un Cloudflare ou un Fastly. Ensuite, on a dans le CDN lui-même, donc comme on l'a vu, c'est en interagissant avec les headers, surrogate keys, et cetera, et cetera. Sauf que demain, si vous changez de provider CDN, vous devez refaire toutes vos applications. Ensuite, on a le cas entre le CDN et le reverse proxy. Donc ici, c'est un cas qui fait un petit peu débat, mais pourquoi c'est pas une bonne façon de faire? Eh bien, parce que vous allez être obligé de refaire vous-même un reverse proxy. Et on préfère déléguer au maximum les choses, puisque un développeur, c'est feignant et on ne veut pas s'amuser à réinventer la roue à chaque fois. Entre le CDN et le reverse proxy, ça voudrait dire gérer les règles d'authentification, donc du basique, possiblement des jetons JWT, et cetera. Gérer tous les transports, qui existent, HTTP, WebSocket, éventuellement d'autres transports custom. Hem et vous avez, aussi toutes les versions d'HTTP à supporter. On pense notamment à HTTP 2, HTTP 3 avec Quick, et cetera, et c'est une vraie plaie à réimplémenter, et surtout vous risquez d'avoir des vulnérabilités que vous allez introduire dans votre application, de reverse proxy, et surtout que personne va patcher parce qu'il faut avoir les compétences nécessaires pour le faire, et cetera. Et donc on a dans le reverse proxy, où c'est aussi le premier maillon de la chaîne, où c'est faisable assez facilement, heu, en tout cas dans le sens développeur du terme. Et enfin, on a entre le reverse proxy et l'application, heu, alors ici ça va un petit peu contraster avec le cas du entre le provider CDN et le reverse proxy, puisqu'on va aussi réécrire un reverse proxy, mais beaucoup plus léger. Ici, il va gérer uniquement du HTTP. C'est très rare les reverse proxy qui discutent avec les applications autrement qu'en HTTP, heu, pour des raisons de normalisation des trames HTTP, et cetera. Sauf cas extrême, vous discuterez généralement en HTTP avec un reverse proxy et vous recevrez vous-même des résultats HTTP. Et du coup, vous n'avez pas toute la gestion de l'authentification, la gestion des différents, protocoles, des différents transports, puisque le reverse proxy va le faire pour vous, et si vous ne voulez pas gérer tel ou tel transport, vous allez uniquement, transmettre la requête au service sélectionné. Donc on va partir sur une application, qui est une application classique en PHP qui va répondre, à des appels à une API, qui va aller taper dans une base de données Redis, pour la mise en cache, et dans une base MySQL par défaut si le cache n'est pas présent pour effectuer des mises à jour ou de la lecture de données. Donc ici, on a un petit peu le cas d'un WordPress, qui est l'application la plus déployée au monde. Hem Et aussi la plus lente, parce que WordPress, la page d'accueil, c'est à peu près 500 requêtes MySQL. C'est plutôt pas mal. On se dit que les ressources sont illimitées, mais en vrai non. Donc faut éviter de taper dedans comme des bourrins. Et donc voilà. Donc on a cette stack assez, classique et assez simple. Donc pour une application, heu, bah, on a des pour et des contre. Dans une application, on peut faire du cache nous-mêmes, et on a notre propre stratégie de cache. On a aussi le contexte de l'application. On peut dire que, bah, tous les jours entre 18 h et 20 h, on a beaucoup de trafic sur notre site, on veut mettre du cache et on veut servir du cache entre 18 h et 20 h. En faisant ça, on peut dire que tous les utilisateurs vont avoir du cache, mais on s'en fiche de ne pas avoir de données fraîches entre temps, il faut juste supporter la charge. Donc dans notre exemple, heu on pourrait aussi dire que, les admins par contre, eux, ils ont, 30 minutes de cache, et ils ont des données fraîches toutes les 30 minutes, et les modérateurs toutes les heures, par exemple. Donc on peut vraiment cloisonner, notre cache avec des stratégies hyper propres.
hyper propre à notre application. Mais ça arrive aussi avec son lot de contres, ce qui fait qu'on a de la réimplémentation à chaque fois. Donc soit on fait un SDK, pour toutes nos applications et on interagit avec, pour normaliser les choses et rendre plus rapide les développements d'applications, soit, il faut réinventer la roue à chaque fois. Ensuite, on est très fortement dépendant du langage. Ici, c'est du PHP dans l'exemple d'application. Demain, vous migrez sur du Node.js, vous devez tout réécrire. Vous êtes dépendant du stockage, derrière. Pareil, ici, c'était du Redis. Demain, vous passez sur du Ulrich ou du Badger, par exemple. Vous devez réécrire vos adapteurs. Donc après, avec les ORM, et cetera, vous pouvez essayer de vous abstraire de ça, mais c'est quand même assez embêtant à mettre en place. Heu et surtout, c'est un gros coût pour pas grand chose. Ensuite, il y a, à mon sens, la directive la plus, la directive primaire à prendre en compte qui est les directives de no cache. Un utilisateur, s'il vous demande de ne pas lui servir de cache via le cache control, no cache, vous devez normalement lui servir des données fraîches. Donc vraiment fraîches, c'est-à-dire aller taper en base de données, vraiment recalculer les données, et cetera. Et vous pouvez pas juste lui servir des données cachées. Après, comme vous êtes dans votre contexte d'application, l'utilisateur final ne le saura jamais que vous lui avez servi des données cachées, et cetera. Et point suivant, c'est que vous êtes moins performant si vous avez votre service de cache dans l'application. Pourquoi? Vous avez déjà votre client qui va instancier une connexion, à votre CDN, donc une connexion TCP/IP. Le CDN va faire pareil en servant, en requêtant votre reverse proxy. Votre reverse proxy va, déjà élire le service derrière lequel, votre application est, heu, selon le DNS qui est renseigné, possiblement le pass, et cetera. Et après votre application va mouliner pour, servir la réponse, et cetera. Et ici, on est dans un cas de, PHP. Généralement, on fait tourner du PHP FPM pour avoir un pool de PHP et servir un peu plus de requêtes. Heu, il faut savoir qu'un pool PHP, ça consomme quand même. Même si c'est utilisé une seconde, eh bien, vous avez une seconde plus le temps de pop de l'item dans le pool PHP. Et aussi vous avez des, calculs, CPU et cetera qui sont faits. Mais là, après, on rentre vraiment dans la dans la finition. Ici, là, c'est pas le cas. On reste quand même assez macro en voyant l'état de notre application. Et enfin, le dernier point, vous n'avez pas d'invalidation du CDN. C'est-à-dire que si vous mettez, sans faire exprès, du cache dans le CDN, donc le point le plus proche du client, c'est à vous de l'invalider. Ensuite, on a le cas donc entre le reverse proxy et l'application. Comme j'ai dit, ça revient à réécrire un reverse proxy, mais un reverse proxy beaucoup plus léger. Et votre reverse proxy, comme j'ai dit, donc dans les pour, c'est que il va discuter en HTTP. Il va répondre à des requêtes HTTP. Donc c'est normalisé, c'est des choses que on maîtrise et qui sont standardisées, donc vous pouvez pas faire n'importe quoi avec. Hem, Ensuite, vous n'avez pas de pool PHP, qui est utilisé. Sauf si le cache HTTP, donc votre reverse proxy que vous allez développer, n'a pas la solution en cache, n'a pas la réponse à la requête en cache, il va tout simplement servir des données cachées et pas, lancer des instances dans le pool PHP. Ce qui inclut du coup une baisse d'activité du CPU, puisqu'il y a moins de calculs qui sont faits, il y a moins de process qui sont lancés et surtout, vous êtes indépendant du langage. Donc ici, vous pouvez vous abstraire totalement de votre application PHP, du fait qu'elle soit liée, à un Redis éventuellement pour faire du cache applicatif et à du MySQL pour avoir des données, persistées en base. Mais dans les contres, vous avez la résolution de votre service par le reverse proxy, heu, en haut de votre stack. Vous n'avez pas d'invalidation de requête.
Si vous mettez des choses en cache, eh bien, il va falloir, écrire à la main comment les invalider. Soit vous mettez en place une API et votre application doit pouvoir invalider, votre, doit pouvoir invalider votre reverse proxy et vos données qui sont en cache. Et donc c'est plein de choses à penser. Heu, Ensuite, un point que j'avais pas mentionné au-dessus parce qu'il y avait beaucoup de contres à faire du cache dans l'application, c'est que vous avez un système de cache dans votre stack et possiblement dans votre groupe de pods. C'est-à-dire que vous devez synchroniser vos caches. Donc soit vous faites une synchronisation manuelle, vous dites: «Bon allez, toutes les minutes, je mets à jour le cache et voilà», qui est la solution la plus sale. Soit vous mettez en place une solution de stockage distribué du type, soit un Redis cluster, soit un Ulrich, qui sont faits pour, faire du cache distribué au travers de, plusieurs networks. Et pourquoi mettre ça en place? Tout simplement pour avoir du cache qui soit cohérent entre nos instances. Demain, vous avez 3 instances de votre application PHP, par exemple, avec, votre système de cache HTTP devant. Si vos 3 instances ne discutent pas entre elles pour servir le bon cache, il se peut que vous vous retrouviez dans la situation, où vous servez des données cachées à un client qui ne devait pas avoir de données cachées. Hem, ou par exemple, le cas le plus extrême, c'est, vous servez des données cachées d'un client A à un client B, puisque vous les aviez en cache et cetera et vous servez du cache à des gens qui ne devraient pas en avoir. Donc vous avez toutes ces choses-là à penser. Vous avez aussi le fait que vous ne devez pas mettre en cache des données qui sont liées à une personne. Donc si vous avez de l'authentification, via un JWT ou un cookie et cetera, il faut le prendre en compte et il faut invalider. Il faut ne pas mettre en cache et ne pas servir le cache par rapport à ça. Et après vous avez toujours pas d'invalidation de CDN. Du coup, ça nous amène au point, dans le reverse proxy. Je vous laisse un petit peu admirer ces beaux logos. Hem, donc dans le reverse proxy, oula, ça veut dire, être compatible avec, soit du Apache, du Nginx, si c'est des anciens reverse proxy, soit du Kadi, soit du Traefik pour les nouveaux, soit du Tyke pour, de l'API management ou du Kong et cetera. Mais du coup, ça veut dire être capable de développer en Go, en C ou en Lua, pour ces cas ici. Hem Du coup, dans le reverse proxy, on a toujours le même principe, on a toujours des pour et des contre. On a quelques pour qui sont dedans. On est sorti de notre stack qui est déployé. Vous allez scaler en même temps que votre reverse proxy. C'est-à-dire que vous mettez un caddy, par exemple. Caddy, c'est 60 000 requêtes secondes pour que ça peut supporter avant de devoir scaler. Le jour où vous supportez 60 000, enfin, où vous avez 60 000 requêtes secondes, vous aurez d'autres problèmes que le cache qui va scale, etc. Et vous avez plus de résolution de service. Donc dans votre reverse proxy au-dessus, ça veut dire que votre CDN vous appelle et vous êtes capable de dire: «Bon, bah, j'ai la requête en cache, la voilà». Vous n'avez pas besoin de dire: «Bon, j'ai ce DNS-là avec ce pass, est-ce que ça correspond à un service en particulier? Oui, celui-là, du coup, je lui envoie la requête» et cetera. Donc vous économisez énormément de temps et énormément de ressources. Une connexion TCP/IP, je ne l'ai pas précisé, mais c'est 2 millisecondes, il me semble, donc c'est quand même assez conséquent. Mais on a aussi des contres. Le fait qu'on devient dépendant du reverse proxy, on n'a toujours pas d'invalidation de requête et on n'a pas d'invalidation native du CDN. Si on met des choses en cache dans le CDN sans faire exprès, il faut pouvoir les invalider. Et donc, là, j'ai quand même parlé énormément des principes REST, pour ceux qui connaissent, puisqu'on se base sur le cache control, on se base, sur les headers et cetera. Mais il y a des choses, heu, dans GraphQL qui font que, bah, on peut pas forcément les utiliser. Alors, petit point sur GraphQL, déjà c'est du RPC-like, donc heu, vous avez une route qui va tout gérer selon ce que vous lui passez. Donc ici, vous pouvez faire des requêtes, pour récupérer de la donnée avec GraphQL.
Donc vous lui dites que pour le héros, je veux son nom et pour tous ses amis, je veux leur nom. Donc il vous dit: «Bon, bah, OK, moi j'ai R2D2 qui est ami avec Luke et Han Solo». Donc c'est bien, hein, mais du coup après avec GraphQL, on peut faire d'autres choses, on peut faire des mutations et les mutations, ça permet de mettre à jour de la donnée. Heu, donc là, on se retrouve un petit peu dans le cas où on ne sait pas trop comment gérer ça parce que sur le même endpoint, GraphQL, on peut lire et transformer de la donnée. Donc on peut plus mettre à jour avec, un système CRUD classique, en REST. Ensuite, un autre point de GraphQL qui est plutôt sympa, c'est, bah, on peut envoyer des requêtes en GET pour lire de la donnée, mais on peut aussi les envoyer en POST, en PUT ou en DELETE, peu importe. GraphQL, lui, il est pas raciste avec les verbes HTTP, il prend tout. Mais aussi GraphQL, bah, on peut lui passer dans le body notre requête en lecture, mais on peut aussi le faire, via une query param ou alors, définir, un nom d'opération avec une query, des variables et cetera. Donc on peut se poser la question: «Bon, bah, OK, mais on fait comment pour mettre en cache tout ça?» Heu, donc du GraphQL, c'est pas magique, hein, au début, on peut se dire: «Bon, bah, OK, on peut vérifier s'il y a une mutation. S'il y a pas de mutation, on génère un hash, si on peut générer le hash, bah, on met ce hash en tant que, partie de la clé». Ce qui nous donnerait, des choses comme ça. Donc pour le get, on n'a pas de hash, puisqu'on ne peut pas avoir des mutations dans la query, il me semble en tout cas. Hem, dans le query param. Mais pour le post, le put et le delete, on peut passer un body, ce qui respecte les normes HTTP. Du coup, ça veut dire que potentiellement, pour une lecture de mon nom, je peux la faire en post, mais ça va générer un hash qui est différent de la requête get. Et pareil, on peut le faire en put et en delete, peu importe. C'est pas dérangeant pour GraphQL. Donc il y a pas vraiment de solution, sèche, surtout côté serveur pour avoir des systèmes de cache, performants. Hem et on a, des solutions client side qui sont les meilleures puisque, bah, c'est proche du client, mais on est fortement lié à JavaScript. Donc on a, URQL, MicroGraphQL, React et Apollo. Donc Apollo qui est selon moi le plus sec dessus. Sur le sujet, c'est, un système historique qui est là depuis longtemps et cetera et qui a déjà fait ses preuves, qui est en production chez des gros clients donc autant utiliser une solution qui fonctionne client side. Mais aussi server side, on a une solution, qui s'appelle Section. Heu, alors Section, j'ai pas eu le temps de l'utiliser, mais ça a l'air assez puissant quand même. À voir s'il y a des rex là-dessus, s'il y a des gens qui sont chauds pour tenter des POC et cetera, pourquoi pas? Et c'est pour ça qu'on aura quand même besoin de, certains feedbacks, notamment si on peut faire une table ronde sur, un petit peu, l'avancement de GraphQL, comment vraiment faire en sorte de pouvoir cacher les choses, enfin mettre en cache les données GraphQL et cetera. Pourquoi pas? Pour un prochain Archilocus, pourquoi pas, ça peut être bien. Et du coup, on voudrait un système en plus qui permette d'invalider le CDN et de faire de l'invalidation de requêtes, assez facilement, sans varnish évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, et qui gère tout ça de manière HTTP, qui s'intègre bien avec les différents, reverse proxy et cetera, pour qu'on ait le moins de choses à faire, heu, pour que ça marche. Et donc pour ça, il y a un projet qui s'appelle Swan, qui permet de faire ça. Donc c'est écrit en Go et ça s'intègre, avec, Tyke, Caddy, Traffic, le reverse proxy de Zalando et cetera. Il y a plein d'intégrations via des plugins. Si vous êtes développeur Go, bah, utilisez-le, ça vous fera gagner du temps, en requête et sinon, bah, vous pouvez l'utiliser directement dans les reverse proxy. Et c'est ce qui est utilisé dans, le cache handler de Caddy. Donc contrairement à Varnish,
Bah, ici, c'est du YAML et 2 lignes pour le configurer. Donc, je pense que niveau simplicité, on peut pas faire plus simple que ça. Et surtout, ça prend en charge, l'invalidation des CDN, et la validation dans les CDN. C'est-à-dire que ça va faire pour vous, le fait de mettre en cache dans le CDN. Donc le CDN après va servir le cache tant que c'est pas invalidé. Et soit c'est invalidé par le TTL que vous avez défini, admettons, 30 minutes, soit vous-même, enfin soit du coup va invalider pour vous, quand c'est nécessaire, le cache. Et donc comment ça marche pour ça? On active l'API de soins et on active le CDN qui prend, en provider soit donc, Cloudflare, Fastly ou, Akamai, une stratégie, donc soft ou, hard. Le soft va mettre en état de stale, donc toujours valide, mais trop vieux pour être servi, sauf si le client demande explicitement une donnée vieille. Tant qu'elle est en cache, ça lui va. Et, en hard, ça supprime totalement le cache du CDN. Et ensuite, ça demande aussi une API key ou alors un email, password, etc. Tout ça est configurable selon ce qui est nécessaire. Et donc la compatibilité de soins, ça se représente, enfin, ça se résume à ces logos-là. Alors il y en a que vous connaissez, WordPress, Apache, etc. D'autres un petit peu plus cachés, donc Echo, Gin, etc. Et aussi du coup, pour ceux qui font du PHP et qui utilisent Symfony avec API Platform, c'est dispo en dépendance Composer. Donc vous avez juste à l'installer, ça se gère tout seul. Et sinon, c'est bientôt dans API Platform pure, dans le core. Une fois que cette PR sera validée et mergée, vous aurez juste à l'activer dans la config et ça fonctionnera tout seul. Donc voilà, merci de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long ou trop rapide, ça dépend le point de vue. Mais merci à tous. Merci beaucoup, Sylvain. Non, non, t'as pas été trop long. On a 10 minutes de questions, donc profitez-en. Alors, tu as parlé d'un sujet que Aurélien adore, le cache. Donc, il a plus le micro, mais je vais quand même lire sa question. Est-ce que ça gère le Grace Mode Le Grace Mode, c'est-à-dire comme Varnish? j'ai un doute, je vais pas dire de conneries, je dirais non, mais possible. Ok. Sur Bah, ça, je m'avance pas tu trop, pourras nous mais répondre sur le Slack. Là, Aurélien a republié le lien du Slack. Il y avait une question sur le plateau, mais pourquoi on ne le met pas sur le site? Bah, on n'a pas envie de se faire bombarder par un bot. Donc c'est pour ça qu'on vous le communique à chaque fois. On essaiera de trouver un autre moyen pour pour que vous puissiez vous joindre à la communauté. Ça peut être aussi en direct message sur le compte Twitter. Ça marche aussi. Ça peut être aussi en direct message sur le compte Twitter. Il va falloir être réactif. Ouais. Donc, donc je sais pas, est-ce qu'il y a, enfin, parmi les survivants, est-ce qu'il y a des questions? des warriors qui sont toujours là. Est-ce qu'il y a des amateurs de varnish? Non, je provoque un peu. Et sinon, il y a Chiche 23 qui avait demandé c'est quoi l'adresse. C'est nextflow.org. Ouais, bah c'est pareil, tu pourras c'est Mm. nextflow.org. Bah, si je peux mettre le lien, si tu veux. Ouais, vas-y, mets-le. Ah, Aurélien fait de la provoque. Non? Varnish plus. Varnish objet, je sais pas. Ok. Non, pas plus de questions. Donc je. Ah, si, ah, trois étoiles. Donc c'est peut-être une Ah ouais, non, le notation. message il est. Non, non, le message il est bloqué. Parce C'est que une c'est mon URL. compte qui est là. Ah, d'accord. Ça aurait pu Ok. être une insulte, mais non, c'est plutôt une URL qui est Ok. masquée. Ah, je m'auto-insulte, c'est bon.